Bonjour et bienvenue dans Aux avant-postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. 2 semaines de guerre au Moyen-Orient et une situation économique mondiale qui se dégrade. Pour faire le point, je reçois John Plassard, associé de City Gestion, une banque suisse, Jérémy Deniol, directeur des études chez Agriculture Stratégie, une plateforme de réflexion consacrée aux questions agricoles, et Edouard Lotz, analyste marché chez Omnegy, un cabinet de conseil en énergie pour les entreprises. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Donc on va commencer par une question très simple. Comment, dans chacun de vos domaines, vous qualifiez aujourd'hui la situation, John Plassard ? Alors, très inquiétante avec une donnée clé qui est la durée du conflit. C'est vraiment la durée qui va nous montrer comment l'économie mondiale va évoluer ces prochains mois, voire ces prochaines années. Edouard Lotz ? Pour rebondir sur les propos de John, moi je la qualifierais d'historique en ce qui concerne le secteur de l'énergie, par l'amplitude de cette crise. Et vous, Jérémy Deniol ? Je dirais préoccupante. On verra dans les prochains mois et je rejoins John sur le fait que la durée du conflit va vraiment être la variable à surveiller. Inédit ou pas ? Parce que Edouard Lotz parlait d'historique. Est-ce que c'est inédit ou pas pour vous ? Pour les matières premières agricoles, c'est pas inédit. On a déjà eu 2022 où pour le coup on avait les deux belligérants qui étaient des très importants exportateurs de produits agricoles. Russie, Ukraine. Oui. Voilà, et également d'énergie, le gaz, le pétrole, engrais, etc. Donc on n'est pas dans cette configuration-là, mais on a quand même des flux qui sont extrêmement importants pour l'agriculture mondiale. On va y revenir sur les engrais. Donc pas inédit, mais très préoccupant. John Plassard, inédit ? Moi, je dirais qu'il y a certains éléments qui sont inédits, notamment les prix à la pompe aux États-Unis, qui ont progressé dans le mois de mars de plus de 25%. Et donc ça, c'est inédit. Ça n'avait pas été le cas en 22 ? Non, ça n'avait pas été autant que ça si rapidement. Et donc on est dans une situation où la transmission à l'économie réelle est directe. Et donc c'est inédit pour certains éléments, et en l'occurrence pour les prix à la pompe aux États-Unis, qui ont une telle importance pour l'économie américaine. Donc vous, Edouard Lotz, vous nous l'avez dit, c'est historique. Oui, c'est historique, aussi bien pour l'Europe que les États-Unis ou partout dans le monde, de par l'ampleur des flux qui sont concernés, puisqu'on parle de l'ordre de 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz, et 20% pour le gaz naturel liquéfié. C'était jamais arrivé. Dans les précédents embargos notamment, on parlait plutôt de l'ordre de 4 à 5 millions de barils par jour. Là, on est à 20 pour le pétrole. Donc, c'est quand même assez massif. Alors, je vous propose à tous les trois d'écouter Chris Beauchamp, qui est analyste chez IG. Alors, IG, c'est un acteur historique qui permet aux traders de jouer sur les marchés. Il s'exprimait le 9 mars 2026 et je trouve qu'il résume assez bien la situation et ce que vous venez de dire. On l'écoute. Il ne s'agit pas seulement des prix du pétrole et de l'essence. Les voies navigables sont essentielles pour une multitude de produits et pour le pétrole utilisé dans d'autres industries. On peut donc s'attendre à ce que les gens paient plus cher leur essence, leur nourriture et presque tous les produits de consommation courante. Les économies du monde entier sont confrontées à un choc inflationniste d'une ampleur sans précédent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Le risque est désormais que les économies ne soient pas vraiment remises de cette crise. Les dépenses de consommation ne sont pas complètement redressées depuis cette période et le risque est que nous ayons une économie beaucoup plus faible, moins bien préparée à faire face à un nouveau choc inflationniste au moment même où la Banque centrale commence à envisager de relever ses taux. John Plassard, donc là il nous dit qu'on est parmi 2022 et on a une nouvelle crise. Donc ça nous fragilise encore plus. Je parle au niveau mondial. Oui, tout à fait. Surtout au niveau des banques centrales. Parce que si on regarde avec le rétroviseur ce qui s'est passé en 2022, on a vu que les banques centrales restaient figées sur une inflation, la fameuse inflation transitoire, c'est-à-dire l'inflation qui ne dure pas. Ouais. Et on avait vu en 2022 que c'était une grave erreur. Ça a duré. Exactement. Et que les banquiers centraux ont dû relever leurs taux beaucoup trop tard. Donc aujourd'hui, avec cette expérience, la majeure partie des banques centrales qui, initialement, voulaient baisser leurs taux en 2026, commencent à réfléchir différemment. Et la problématique, toujours, je m'excuse, je reviens sur ça, c'est sur la durée du conflit. Si ça dure, potentiellement, on se rendra compte qu'il aurait fallu baisser les taux au début d'année, et ce qui n'était pas le cas.
On ne pouvait pas prévoir en début d'année. Donc là, on ne peut pas reprocher aux banques centrales de ne pas agir. Là. Non, mais ce qu'on remarque dans l'histoire des banquiers centraux et l'histoire monétaire, c'est que le plus rapidement on réagit, c'est-à-dire, par exemple, lors de la prochaine réunion des banques centrales... Qui aura lieu cette semaine. Ouais. Exactement. Le plus rapide, on contient une potentielle crise. C'est ce qui s'appelle des hausses préventives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une crise de l'inflation. Bon, l'inflation potentiellement va monter, c'est les anticipations, mais on monte les taux justement pour qu'elle n'arrive pas. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé paradoxalement l'année passée aux États-Unis, parce qu'on a eu des coupes préventives pour éviter que les États-Unis potentiellement rentrent en récession en 2026. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui et dans le futur, ce sera des hausses potentiellement préventives. Alors, puisqu'on est dans les banques centrales, John Plassard, ce que vous demandez, c'est un contre-pied, puisque là, on était plutôt à demander aux banques centrales de baisser les taux. Vous conseillez de les remonter, quoi. Oui, tout à fait. De deux. La première chose, c'est les États-Unis. Les États-Unis, l'inflation est au-dessus de 2%, qui est le mandat de la Réserve fédérale américaine. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'en Europe, on sait que l'Europe importe beaucoup plus, est totalement dépendante du détroit d'Ormuz. Et donc, l'inflation en Europe va progresser beaucoup plus rapidement que notamment les États-Unis. Donc, dans cette idée de hausse préventive des taux, eh bien, lorsqu'on sait ce qui potentiellement peut arriver, eh bien, c'est pour ça qu'il faut agir vite pour anticiper une inflation qui pourrait avoir des conséquences dramatique sur l'économie européenne. Edouard Lotz, les marchés de l'énergie, ils le sentent ça ou pas? Oui, ils le sentent au niveau mondial, même aux États-Unis, alors qu'ils sont plutôt autosuffisants en termes de pétrole ou de gaz. Mais le prix voire exportateurs nets. Hein. Oui, ils sont exportateurs nets, mais ça n'empêche pas de ne pas être touchés par cette crise, bien sûr. Mais bon, ils vont surtout vendre, eux, leur gaz naturel liquéfié ou du pétrole à l'Europe notamment. C'est vrai que l'Europe est assez dépendante des exportations du détroit d'Ormuz, mais beaucoup moins que l'Asie. Oui. Parce qu'il faut retenir que l'Asie importe 85% des volumes qui passent par Ormuz pour le pétrole et 80 à 90% pour le gaz naturel liquéfié. Donc c'est surtout en Asie que la situation est compliquée, mais elle va se répercuter aussi par effet de bord en Europe, puisque ils vont chercher au niveau des acheteurs asiatiques, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, à pallier ces quantités manquantes qui viennent du Moyen-Orient sur d'autres marchés, qui sont notamment le marché américain, qui vend traditionnellement beaucoup de GNL, gaz naturel liquéfié à l'Europe, qui va peut-être aussi en partie détourner vers l'Asie. Et on pourra avoir les mêmes mouvements aussi sur le pétrole, par exemple. Jérémy Deneuil, si les banques centrales ne baissent pas leurs taux, voire les augmentent, l'impact sur les marchés agricoles, ce sera quoi? L'impact, là, il est, même en parlant déjà aujourd'hui, l'impact, il est clair. Alors, il y a deux choses. Déjà, les pays de la péninsule arabique, de manière générale, et de la région, importent 70% de ce qu'ils consomment. Une grande partie, la majorité de ces importations passe par le détroit d'Ormuz. Donc déjà, là, on a un problème logistique vraiment court-moyen terme de nourrir les populations. Donc on a déjà des nouvelles routes qui sont en train de se mettre en place, mais à des coûts beaucoup plus élevés et avec des difficultés logistiques qu'on peut imaginer, notamment sur des produits en frais, etc., qui ne peuvent pas attendre en mer indéfiniment. Et la deuxième chose, et là on a un impact beaucoup plus mondial, ça va être sur les engrais. Juste pour décentrer un tout petit peu, il faut quand même se rappeler que dans le monde, en moyenne, 40% des calories consommées par l'humanité proviennent de trois céréales de base qui sont blé, riz et maïs. Ces trois grandes cultures prennent déjà à peu près 50% des engrais azotés qui sont consommés dans le monde. Donc les engrais azotés sont centraux pour l'agriculture moderne. On est sur un système de conversion d'énergie où en gros le gaz naturel liquéfié, et là on comprend les imbrications et la complexité du phénomène qui se passe aujourd'hui dans le golfe Persique, c'est que tout se culbute comme ça. Et donc on a donc le gaz qui devient de l'ammoniac, qui devient ensuite des engrais, qui deviennent des calories. Et c'est là le gros problème pour l'agriculture. Et justement, je voudrais qu'on regarde un tableau sur les exportations d'engrais des pays du Golfe en Afrique pour voir, et vous me direz si, en effet, c'est le continent qui risque d'être le plus touché. Regardez, l'Afrique importe 16,7%
des engrais depuis les pays du Golfe, mais si on prend les engrais azotés, c'est 25%. Est-ce que, Jérémy Denieux, il faut être inquiet ou pas à ce stade aujourd'hui pour l'agriculture africaine? Inquiet, oui, parce que, alors déjà, il y a deux choses. Il y a le choc inflationniste, on en a parlé déjà. Sur les agricultures africaines, il va se répercuter de manière frontale. On l'a déjà vu en 2022, on l'a vu avant cela avec la crise du Covid. Ça veut dire des prix de l'essence qui vont augmenter, donc l'énergie de manière générale, et donc de l'inflation alimentaire dans des régions où déjà se nourrir, c'est déjà une gageure. Oui. La deuxième chose sur les engrais, effectivement, alors les agricultures africaines qui sont vraiment plurielles, sont les agricultures qui utilisent le moins d'engrais aujourd'hui dans le monde, Oui. mais on utilise quand même... On est dans une tendance où ça s'accroît quand même. Bien sûr. Et donc, on peut avoir des problèmes sur les rendements, des agriculteurs qui vont moins fertiliser, etc. J'ai l'exemple, par exemple, de l'Afrique du Sud, qui est vraiment très dépendante au niveau de ses engrais et qui est un important producteur de blé. Aujourd'hui, la grande majorité des engrais qui sont importés par l'Afrique du Sud proviennent du Moyen-Orient. Ouais. Et donc là, ce serait une difficulté sur les mois à venir si le conflit vient à perdurer. Donc l'Afrique touchée, mais aussi, vous l'avez dit, Édouard Lotz, essentiellement l'Asie. On va voir un autre tableau, c'est les pays les plus dépendants aux exportations de pétrole via le détroit d'Ormuz. Ça, je l'ai piqué dans vos données, John Plassard. Donc on voit là que le pays le plus touché, c'est la Chine, 38%. Ensuite l'Inde, 15%. La Corée du Sud, 12%. Le Japon, 11%. Donc reste de l'Asie, 14%. Donc c'est vraiment l'Asie qui peut être touchée. John Plassard, c'est des marchés importants, l'Asie, sur tous les secteurs. Vous voyez la situation comment en Asie a évolué? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que si vous prenez le cas de la Chine achetait beaucoup à l'Iran parce que c'est là où le prix du pétrole était le moins cher, parce qu'il y avait des rabais, des discounts, comme on dit en anglais, qui étaient faits, comme en Russie. Et donc, de ce côté-là, évidemment, on a une dépendance folle, évidemment, à ce qui est en train de se passer. Maintenant, on sait que la Chine avance très vite. Elle avance sur aussi l'énergie alternative. Elle avance, si elle a besoin, sur le charbon. C'est une moins bonne nouvelle, mais elle avance sur le charbon. Effectivement, on a des pays comme le Japon, l'Inde et la Corée qui sont très marqués. Mais je tenais juste à préciser une chose, c'est qu'on parle beaucoup des pays importateurs comme l'Asie, mais si vous regardez l'Europe aussi, l'Europe, elle dépend à 40% du Golfe pour les importations de kérosène, de diesel et de nafta pour faire les bouteilles en plastique, par exemple. Donc on est dans une situation aussi, avant on parlait d'inflation, c'est que l'Europe aussi, malgré le fait qu'elle importerait, elle est moins dépendante que l'Asie, l'Europe sera touchée de plein fouet. Le consommateur européen on le ressent déjà sur la hausse du prix du fuel, du kérosène, et il le voit lorsqu'il va prendre son billet d'avion, il le voit lorsqu'il va voyager, on sait que les transports vont augmenter, et en définitive, c'est tout un schéma global qui est en train de se mettre en place, et un schéma assez négatif. Édouard Lotz, donc on a vécu il y a très peu de temps, quelques années, la difficulté d'avoir de l'énergie en Europe à partir du moment où on coupait les relations avec la Russie. Qu'est-ce qui va se passer là alors, heureusement, l'Europe n'est pas tant dépendante. Est dépendante du pétrole du Golfe, surtout pour le diesel, c'est vrai, parce qu'en fait, on importait surtout le diesel de Russie avant en Europe, parce que les raffineries n'en produisaient pas tant sur le sol européen. Donc on a basculé ça sur le Moyen-Orient. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs à la pompe en Europe le diesel qui est plus cher que l'essence. Parce que les raffineries en Europe font plutôt de l'essence. Donc à ce sujet-là, sur le pétrole en Europe ou le gaz, on devrait quand même réussir à ne pas manquer, pour le moment à court terme. Les effets vont se faire ressentir chaque jour de plus que le détroit d'Ormuz de mer fermée. Il y a donc toutes ces cargaisons, ces navires, en fait, tankers ou autres, qui sont arraisonnés, qui sont à quai ou dans les eaux, arrêtés. Ça va se faire ressentir au bout de 2-3 semaines, d'ici la fin du mois de mars, je pense, avril, le manque au niveau mondial. Ah oui, d'accord. Voilà, pas encore pour l'instant sur le marché européen, parce qu'on les prix augmentent, mais on est approvisionné. C'est ça. Pour l'instant, on est approvisionné. Voilà. Pour l'instant. D'accord. On a à peu près 1,5 million de barils qui passent par Ormuz pour l'Europe.
D'accord. habituellement. Ouais. Donc ça, c'est ce que l'Europe a perdu, Mhm. mais elle peut rebondir sur d'autres marchés qui arrivent encore à fournir, Ouais. certains pays qui peuvent augmenter aussi leur production, hors OPEP. Ouais. Mais par contre, avec ce choc massif et qui touche surtout l'Asie, il y a 20% de l'offre qui a disparu quand même. Donc c'est gigantesque. Et les prix ne vont faire que monter à mesure que le détroit d'Ormuz reste fermé, parce qu'il va falloir que la demande s'ajuste à l'offre, Mhm. donc diminue. Est-ce qu'on va acheter le gaz qui va nous servir pour cet hiver en Alors, ce moment? on doit l'acheter. Oui, c'est une très bonne question. En plus, les stocks en Europe sont assez bas. Ouais. Ils sont en dessous des 30%. C'est plus Donc- bas que la moyenne des 5 dernières années. Donc là, On va acheter au prix fort À ce qui partir va du nous 1er avril, chauffer cet hiver. Exactement. Il n'y a pas le choix de toute façon, puisque la période estivale, c'est la période coïncide avec la période de remplissage des stocks en Europe. Mhm. Donc il faut acheter beaucoup de GNL, puisqu'on en est assez dépendant maintenant, l'Europe. On en Mhm. achète surtout aux États-Unis. Mhm. Après, on a aussi du gaz qui vient de Norvège, d'Algérie, d'Azerbaïdjan. Donc c'est quand même assez diversifié. Le Qatar, c'est seulement 8% des Mhm. importations de GNL de l'Europe. Mais il y a toujours ce problème qui est que 90% des exportations de GNL du Qatar vont en Asie. Oui. Et donc là, ne passe plus. Oui. Et donc l'Asie va se répercuter sur des marchés Ouais. où l'Europe achète également. Ouais. Donc c'est là où il y a une espèce de Et leur concurrence, gazoduc, leur compétition. pipeline que l'Arabie Saoudite ou, il me semble, les Alors- Émirats Arabes Unis possèdent. Oui, c'est une très bonne question. Il y a 2 pipelines. Ouais. Il y en a un d'est en ouest en Arabie Saoudite qui a une capacité de 5 à 7 millions de barils par jour, Ouais. qui part du champ d'Abqaiq jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge. Mais ce port n'a une capacité de chargement que de 2 millions de barils par jour. Oui, donc ça n'a rien à ramener 5 par jour. On peut en D'accord. ramener un peu. Il y a ce fameux pipeline aussi aux Ouais. Émirats Arabes Unis qui va jusqu'au port de Fujairah, Ouais. donc qui contourne le détroit d'Ormuz et qui arrive sur Ouais. le golfe d'Oman. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de passer par Ormuz, sauf que les infrastructures ont été attaquées par l'Iran. Mhm. Donc maintenant, ça ne fonctionne plus et c'est un pipeline qui a une capacité aussi d'1,5 million, 1,8 million barils par jour. Mhm. Mais aujourd'hui, voilà, les flux sont coupés, on va dire. Mhm. Donc c'est très difficile de trouver des barils en remplacement. Il y a l'Agence internationale de l'énergie qui a annoncé libérer sur le marché 400 millions de barils, Ouais. ce qui est énorme. Ouais. En 2022, c'était 180 millions. Ah oui, Il y a eu le un- double pratiquement. Plus du double. Ouais. Mais ça n'a pas eu pour effet de faire baisser les prix, malheureusement. Parce que ça correspond Ouais. plus ou moins à 20 jours de transit par Hormuz au niveau du pétrole, D'accord. donc c'est assez court. Ouais. Jérémy Deneuil, je voudrais savoir, vous disiez qu'il y a des routes de contournement de détroit d'Ormuz pour nourrir la population du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Ça veut dire que ça va coûter plus cher, que ça va être plus long. Est-ce que du coup, ça va avoir un impact sur les autres prix des marchés? C'est probable, effectivement, puisqu'il y a des voies de contournement qui sont terrestres. Et Ah oui, donc c'est là, bah, que ça. Donc on aura les que... coûts en termes d'énergie sont vraiment démultipliés par rapport à un bateau. De toute façon, les prix se répercutent chacun les uns sur les autres. Là, je rebondis un petit peu au niveau des engrais. Les prix ont également explosé. Là, on est à plus 30% depuis le 28 février. Donc, on est à $600 la tonne aujourd'hui à peu près, ce qui est le plus haut depuis 2022, en fait. Ouais. Mhm. Quel autre pays peut fournir en engrais? En engrais, il n'y a pas beaucoup, à court terme, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives, puisque la Russie a mis en place des restrictions aux exportations pour protéger son marché intérieur. En plus de cela, l'Ukraine vise certaines usines d'engrais russes dans le cadre de la guerre en Ukraine. On a la Chine qui également, depuis 2021, a des mesures de restriction aux exportations. Donc pareil, c'est compliqué pour l'urée de ce côté-là. Hein. L'urée, c'est l'engrais azoté le plus utilisé. Et on a 30-35% de l'urée exportée dans le monde qui passe par Hormuz de manière habituelle. Après, on a d'autres pays, mais pareil, on a des répercussions qui sont diverses. Par exemple, sur l'Égypte. L'Égypte est un important producteur d'engrais, d'urée notamment, qui exporte notamment vers la France, vers l'Europe, etc. Donc là, on voit bien, il n'y a pas le problème d'Hormuz, mais l'Égypte, pour produire son urée, est dépendante, au moins en partie, d'importations de gaz qui proviennent d'Israël. Or, depuis le 28 février, Israël a coupé une bonne partie de l'approvisionnement en gaz vers l'Égypte parce que ses besoins intérieurs ont augmenté. Privilégié. On est dans quel tempo sur les engrais? Est-ce qu'il les faut tout de suite là parce qu'on plante en ce moment, ou est-ce qu'on a encore un petit peu de temps
pour les avoir. Je parle évidemment pour les agriculteurs. Alors, ça dépend où est-ce qu'on se place. Si on regarde en France, aujourd'hui, à court, moyen terme, il n'y aura pas vraiment de problème, puisque les stocks d'engrais sont pleins depuis le mois de janvier. On a un élément qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui à Hormuz, mais l'Union européenne a mis en place un mécanisme de taxation, on va dire très, très simplement, des engrais aux frontières de l'Union européenne qui est mis en place depuis le 1er janvier. Donc, les opérateurs ont anticipé et ont stocké. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème. Ouais. Par contre, et les problèmes, et que ce soit sur le Brésil également, qui importe une grande partie de ces engrais et qui est un géant agricole, ça va être sur la prochaine campagne, sur les prochains semis. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient, comme disait John, à la durée du conflit. Combien de temps ces flux seront bloqués et combien de temps il y aura la pression sur les prix? C'est là que ça va être intéressant, important plutôt, et préoccupant pour les agriculteurs, que ce soit en Inde, au Brésil ou en Europe ou en France. Alors, l'autre solution, on va l'écouter, hein, c'est aussi le fait de protéger, d'escorter les navires qui passent par le détroit d'Ormuz. On va écouter Kevin Rowlands, qui est rédacteur en chef de la revue RUSI, qui veut dire Royal United Service Institute, donc c'est britannique, et lui-même c'est un ancien de la Royal Navy, donc un ancien militaire. Il s'exprimait le 11 mars 2026, et vous l'écoutez, c'est peut-être pas la bonne solution que de faire appel à la marine européenne ou de l'OTAN, mais plutôt des marines locales. On l'écoute. D'un point de vue européen, bien sûr, l'Europe a des intérêts économiques dans cette région, ainsi que des intérêts régionaux, des relations amicales, des coalitions et des alliances. Je pense toutefois que la question est de savoir s'il devrait le faire ou s'il vaut mieux qu'une force régionale locale soit mobilisée pour protéger leurs propres intérêts. Les Émirats arabes unis, Oman, l'Arabie saoudite, Bahreïn et le Qatar ont donc tous un intérêt dans cette affaire. Bien sûr, c'est leur pétrole, leur ressource vitale qui est menacée et qui doit être protégée. Et ils disposent également de forces navales et aériennes très compétentes, et ils pourraient jouer un rôle. John Plassard, ça rassurerait les marchés s'il y avait cette réponse militaire, escorte des navires ou pas? Je ne suis pas certain. Pourquoi? Ah bon? Parce qu'on est dans une situation où, évidemment, il y a beaucoup de navires. Potentiellement, on a une partie du détroit d'Ormuz qui est minée, on ne sait pas. Et la dernière des choses, c'est qu'il faut se dire que ça doit être une solution à long terme, pas à court terme. Et aujourd'hui, on voit que l'Iran, et c'est ce qui n'a pas été anticipé apparemment par les Américains, l'Iran tient ce détroit d'Ormuz, alors que personne ne s'y attendait. Et donc, ici, on est vraiment sur une... C'est étonnant, parce que ça fait 20 ans que les Iraniens réfléchissent sur le détroit d'Ormuz. Exactement. Et pourtant, on voit qu'on a cette espèce de surprise, puisque le président Trump appelle ses alliés à escorter des bateaux. Donc, il n'était pas vraiment au courant que ça pouvait aller jusqu'à là. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment, lorsqu'on parle de transmission ou de mettre sur le marché des réserves stratégiques, d'accompagner quelques bateaux dans le détroit d'Ormuz, c'est vraiment des solutions de très court terme. Et donc, c'est pour ça que, fondamentalement, eh bien, ça ne rassurerait pas vraiment les marchés. Alors, pour autant, si quelques bateaux passent, avec des primes d'assurance qui sont énormes, est-ce que le marché, quand même, accepterait le fait que la fluidité reprend Pas réellement, parce qu'on a vu qu'il y avait certains bateaux qui étaient des bateaux apparemment à destination de l'Inde ou à destination de la Chine qui étaient passés et ça n'avait pas vraiment rassuré les marchés. Le prix du baril avait quand même progressé. Donc on est vraiment dans une situation où on a une volatilité des informations, volatilité dans ce détroit qui est vraiment un détroit où tout le monde le connaît, mais personne ne sait ce qu'il y a actuellement et comment ça se passe. Et c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on a l'impression, en tant que spectateur de ce conflit, que les grandes instances américaines sont exactement comme nous et ne savent pas. Un mot de conclusion, Edouard Lotz Je conclurai en reprenant les propos d'un commandant des gardiens de la Révolution en 2011 qui avait dit il est plus facile de fermer le détroit d'Ormuz que de boire un verre d'eau.
Donc ça montre bien à quel point en fait c'est l'Iran qui tient un peu finalement la situation et le reste du monde essaie de s'organiser mais a bien du mal. Jérémy Deniol. Moi, je tiens quand même à rappeler une sorte d'impréparation du côté américain. Les buts de guerre n'étaient pas définis dès le début, ce qui permettait d'ailleurs de finir la guerre un peu comme on voulait ou selon les termes qu'on veut. Finalement, c'est pas du tout le scénario vers lequel on se dirige. On voit l'Iran qui est jusqu'au boutiste, qui mitraille tout dans la région pour mettre le chaos et pour rendre la guerre la plus insoutenable possible pour l'économie mondiale. Donc, effectivement, moi, je rejoins vraiment John là-dessus, sur le fait que là, on n'a que des solutions court terme qui sont proposées et difficilement applicables. Les solutions long terme, on est loin d'y être. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Aux avant-postes, eh bien, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France 24, sur nos réseaux sociaux. Au revoir.